Bonsoir à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Envie de sagesse et je suis en compagnie d'un invité que je suis ravie de recevoir sur ce plateau. Il s'agit de Fabrice Midal. Bonjour Fabrice. Bonjour, ça fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Eh bien moi aussi. Je vous ai proposé de venir parce que vous allez venir animer une conférence dans le cadre des rencontres philosophiques Michel Serres entre le 8 et le 11 novembre, tout bientôt. Et voilà, vous allez nous proposer une conférence un petit peu spéciale. Vous allez nous initier à la méditation. C'est bien ça, Fabrice? On va faire des petits exercices avec un musicien. On va essayer de découvrir un peu comment trouver un peu la paix. Et ce sera dimanche, le dimanche 10 novembre. Oui, on le rappellera tout à l'heure. Et c'est vrai que le thème de cette année des rencontres Michel Serres, c'est vraiment la paix. Et donc la paix sous tous ses angles. Et vous allez aborder plus particulièrement la paix, on va dire, au niveau intime, au niveau de la personne et de ses relations, si c'est bien ça. Oui, si en réalité on peut même distinguer les deux, parce que quand on est en colère, eh ben, on est en colère avec les autres. Et quand on est en paix en soi, on arrive beaucoup mieux à se relier avec les autres. Donc en réalité, on voit que soit les autres, c'est toujours en relation. On n'est jamais soit tout seul sans les autres. Et on voit bien dans les relations au travail ou dans les relations de couple que on peut, qu'en travaillant sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on sent, en trouvant un peu plus de paix en soi, nos relations avec les autres se transforment. Mais nous allons essayer de travailler, oui, sur la paix et un peu ce qui est un peu au cœur de mon travail, surtout depuis mon livre Foutez-vous la paix, Oui. que j'écris il y a 8 ans, faire la distinction entre l'idée un peu naïve qu'on a de la paix comme un état de calme dans lequel il n'y aurait aucun problème, Oui. euh, qui est un monde un peu rêvé. Moi, j'essaie de montrer que c'est un peu rêvé. Il y a une idée de calme comme ça. J'aurais pas de problème, j'aurais pas de soucis, j'aurais pas mal, je serais pas vulnérable, j'aurais pas des larmes devant la situation, devant ce qui se passe avec la paix. Et la paix, quand je peux être en paix et être ému, et être bouleversé, et être touché, et avoir du mal, et avoir mal. Oui. Et je trouve que je fais vraiment cette distinction entre la paix et le calme. Je crois que c'est très très important parce que quand on a l'idée qu'il faut être calme, alors évidemment, du coup, on s'en veut parce que personne n'arrive jamais à Oui. être calme. C'est Parce bien que ça voilà, le souci. Mm. oui, et donc du coup, les gens s'en veulent et se culpabilisent. Et je Juge. trouve que le discours sur le calme culpabilise beaucoup les gens. Oui. C'est ça que j'appelle la paix. Ça a beaucoup à voir avec le fait de ce que je l'appelle dans mon livre Foutez-vous la paix. C'est vraiment, ah ouais, d'accord. Je ne suis qu'un être humain. On peut s'autoriser à se dire, mais oui, au fond, je suis qu'un être humain et J'ai le j'ai mes, droit. j'ai droit et puis j'ai mes limites. Donc, et ce changement peut nous transformer doucement en profondeur. Je Oui. crois que c'est vraiment tellement salutaire, même si ça demande évidemment beaucoup de courage. Ça demande du courage d'être un être humain et de ne pas... Oui, parce que beaucoup de gens refusent la paix, parce qu'au fond, en étant en guerre contre eux-mêmes et contre le monde, ça leur évite De se, euh, de se remettre en question quelque part. de se remettre en question, d'inventer des nouveaux chemins, de poser des questions. Et c'est le lien entre la philosophie, Oui. qui est le thème un peu de ces journées, Michel Serres, entre la philosophie Et et oui. la paix. Que l'idée, à première vue, on se dit, mais quel rapport entre la philosophie et la paix? On a Ah oui. l'impression qu'il faudrait plutôt prendre une sorte de calmant pour la paix. Eh ben non. Les philosophes disent, ben non, les calmants, ça vous donne pas la paix, ça vous endort, Oui. et c'est pas la vraie paix. Oui. La vraie paix, c'est complètement autre chose. La paix, ça demande du courage, ça demande de la force, ça Mm. demande de savoir à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et le contraire de la paix, cette violence un peu mécanique, agressive, euh, voilà, c'est ça Instinctif. l'antipode. Et Oui. donc, le contraire de la paix n'est pas la mièvrerie. Parce que de loin, on peut dire, ah oui, d'accord, je suis en Nounours. paix, Oui. gentil avec tout le monde, je dis jamais non. Non, non, non. La paix peut être ferme, mais elle essaie de dépasser des positions abruptes, des positions brutales. Elle essaie de voir est-ce qu'il y a la possibilité d'éviter
la brutalité. Et la brutalité envers soi, mais aussi la brutalité envers les autres et la brutalité envers le monde. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Moi, je ne m'intéresse pas à être en paix avec moi. Je m'intéresse à être en paix avec Avec. moi pour être en paix avec le monde, la nature, Ouais, les arts, tout à et fait. être en paix avec les autres et avec le monde. Oui. Et ça forme d'une expérience. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu, voilà, la singularité de mon engagement, mais je pense que les gens me connaissent un peu pour ça. Je voudrais quand même vous présenter Fabrice. Oui, allez-y. Ce que je voulais juste dire, c'est que les gens me connaissent. Moi, ce que j'essaie, c'est de rendre des choses un peu concrètes. Donc, dans mes livres et dans la conférence, on va essayer de montrer un peu concrètement, mais comment on fait, quelles sont les clés, comment on fait. Oui. Voilà. Mais je vous laisse me présenter. Et oui, parce qu'on a commencé notre débat et en fait, je voudrais quand même vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Fabrice Midal, vous êtes philosophe justement et vous êtes aussi un auteur à succès. Vous êtes formé à la philosophie occidentale, mais aussi au bouddhisme. Et vous êtes le fondateur de l'école occidentale de méditation, qui propose des formations à une méditation non religieuse, axée sur l'ouverture à la pleine présence. Vous avez publié notamment Quel bouddhisme pour l'Occident, des petits textes intempestifs qui ont rencontré un très large public, mais comme par exemple Foutez-vous la paix dont vous nous aviez parlé tout à l'heure et que j'ai lu également. Voilà, vous avez aussi publié Sauvez votre peau, devenez narcissique. Ou alors Comment rester serein quand tout s'effondre. Donc ce sont des titres qui interpellent parce que vous venez nous chercher sur peut-être des clichés que nous avons. Devenez narcissique, on peut se dire c'est complètement contraire à la paix ou à l'altruisme. Ouais, Voilà. c'est clair que j'aime bien être un peu, peut-être aussi la formation philosophique est la mienne. J'aime bien essayer de ne pas dire ce qu'on a toujours déjà entendu et compris. Et donc, par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup défendu Narcisse. J'ai fait plusieurs émissions à France Culture. Euh, une émission qui s'appelait Narcisse accusé non coupable, qui est devenue après un livre où j'essaie de montrer que Narcisse, le mythe, quand on le lit dans toute l'histoire de l'art, de la pensée, c'était un mythe positif. Que Narcisse est quand même le nom d'une fleur. Et donc, c'est vraiment, je m'étonne qu'aujourd'hui, le mot narcissique soit vraiment une faute. Absolument, on voit l'égocentrisme terrible, alors que c'est le nom de la plus belle fleur du printemps. Donc, je voulais essayer de partir de cette énigme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le malentendu qui vient sur ce terme-là? Et le fait que, au début du XXe siècle, aussi bien Mallarmé, Rilke, Valéry et tant d'autres font des louanges autour de Narcisse, comme antidote à, au monde en masse, à la destruction de la singularité. Pour eux, Narcisse, c'est apprendre à être soi. Et le mythe de Narcisse c'est pas du tout quelqu'un qui est amoureux de lui-même. Non, il se connaît pas. Il ne se voit pas. Et il va se métamorphoser en fleur quand il accepte enfin de se reconnaître. Donc, le mythe de Narcisse veut dire le contraire, c'est le mythe de l'être humain qui ne se connaît pas, qui ne se reconnaît pas. Donc, il voit dans une image dans l'eau, mais il ne sait pas que c'est lui. Et alors, je me souviens quand j'ai sorti le livre, j'avais fait une émission de radio et quelqu'un me dit, mais votre truc, c'est complètement idiot. Comment on peut ne pas se reconnaître dans un miroir? Et je lui ai dit, et je me souviens, ça m'avait fait tilt, je me suis dit, oui, en fait, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire, bien sûr, ils se reconnaissent dans le miroir, mais ils ne se reconnaissent pas dans le regard que les gens ont sur eux. Ils sont tellement coupés d'eux-mêmes. Quand on pense, par exemple, au burn-out, c'est quoi le burn-out? C'est je ne sais tellement plus qui je suis, je ne sais tellement plus ce que je sens, que je m'instrumentalise jusqu'à m'épuiser. Donc, on peut dire que qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est vraiment la méconnaissance complète de soi-même. On veut tellement bien faire qu'on se méconnaît. Ça me passionne. Pourquoi? En fait, on pourrait dire que tous mes livres, Foutez-vous la paix, Soyez narcissique, ou Suis-je hypersensible, qui est un autre des livres que j'ai fait pour aider les gens à découvrir ce que ça veut dire qu'être hypersensible. Tous mes livres essaient de montrer que si on n'est pas très bien, qu'on se sent un peu perdu, ou confus, ou déprimé, c'est souvent qu'on a pris un mauvais chemin et pas qu'on est en faute. Et qu'en général, ce qu'on nous propose, en général, le discours psychologisant, politique, social, tout ça, c'est de ma faute. J'en fais pas assez,
j'ai un défaut, j'ai une névrose, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça. Et moi, j'ai de montrer, mais c'est peut-être que c'est pas si vrai. Peut-être que je veux tellement bien faire que je suis coupé de quelque chose de fondamental. Il me manque, comme si on m'avait pas donné le bon mode d'emploi. Alors, par exemple, si on prend le thème de l'hypersensibilité, qui m'est cher, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, avec la grande enquête que j'ai faite dans mon livre, Suis-je hypersensible? Au fond, les gens qui sont hypersensibles, par exemple, et qui ne le savent pas, se sentent malheureux, ont l'impression d'être épuisés, de se sentir mal compris, euh, ressentent des émotions très fortes, ils ont l'impression d'être anormal. Puis un jour, ils comprennent qu'ils sont hypersensibles et puis ils commencent à se sentir mieux, et puis ils comprennent comment faire avec eux-mêmes. Ouais. Alors, je me donne d'exemple là, mais pour plein de choses, c'est comme ça. Parce que, Souvent, quand on commence à se comprendre et à voir les choses d'une bonne manière, nos problèmes disparaissent. ouais. Je voulais revenir sur l'hypersensibilité parce que j'ai pas lu votre livre sur l'hypersensibilité, mais j'imagine que c'est un sujet qui vous concerne. Vous vous définissez vous-même comme un hyper... Ah, moi, je suis alors là complètement hypersensible. Et alors, l'histoire est absolument dingue. Parce que moi, c'était à 40 ans. Donc, c'était il y a à peu près 15 ans. Dans un congrès aux États-Unis, un neuroscientifique me dit au dîner, après le congrès, mais que j'étais complètement typique d'un hypersensible. Et moi, j'ai pas du tout bien pris la chose. Je trouve, mais c'est quoi ce truc hypersensible? Ah, j'avais l'image, moi, d'une pauvre petite chose toute fragile, ce qui n'est pas du tout mon cas, qui suis hyperactif, qui fait plein de choses. Donc, j'aimais pas du tout. Puis il dit, non, non, c'est pas ce que vous croyez. Il a commencé à me parler des dernières recherches. Et je me suis lancé dans une grande enquête neuroscientifique, etc., pour comprendre, mais c'est quoi l'hypersensibilité? Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a un peu la mode, une sorte d'hypersensibilité. On voit des gens qui sont un peu C'est comme ça, vrai. tout fragiles. Faut pas les secouer parce qu'ils sont hypersensibles. Faut pas leur dire ça parce qu'ils sont hypersensibles. Mais c'est pas du tout ce que j'essaie de montrer. Moi, j'essaie de montrer que l'hypersensible a un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière. Et s'il n'a pas le bon mode d'emploi, c'est comme s'il avait un GPS qui lui dit, il se retrouve sur l'autoroute en sens inverse, et tout le monde lui dit, mais calme-toi, calme-toi. Il dit, ah non, 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 je me sens pas bien, là, je sens que je suis en danger. Mais vous avez raison, vous êtes en danger, vous n'avez pas le bon GPS. Vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, oui, oui, et je dois dire que c'est un grand plaisir de faire ce livre sur l'hypersensibilité, bon, qui est un des livres qui a eu le plus d'impact, qui a aidé le plus de gens. On m'arrête tous les jours dans la rue sur le livre sur l'hypersensibilité, parce que c'est sûr que les gens qui ont lu ce livre, ça a changé leur vie, parce que j'avais fait vraiment, je me suis plongé dans une enquête jusqu'à découvrir pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi Lucky Luke est hypersensible? Vous saviez ça? Non. Vous êtes surpris, de pourquoi Lucky Luke est hypersensible? Ben, regardez, tous les fins de tous les épisodes, il dit à me pour Lonesome Cowboy. Typiquement l'hypersensible. Oui. Il a plein d'émotions, puis il est souvent seul, il a plein de cœur, il veut pas laisser les victimes souffrir, il est animé par un sens profond de la justice. Donc c'est un très beau visage. Mais la princesse au petit pois est un autre exemple c'est une autre métaphore de l'hypersensibilité. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce conte. Eh bien, Fabrice, je vais vous proposer une première pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour que vous nous présentiez un peu plus, nous parliez de vous et également de la conférence que vous allez donner à Agen au théâtre du Cournot. À tout à l'heure. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse. Je suis en compagnie de Fabrice Midal. Alors Fabrice, vous êtes philosophe, créateur du podcast Dialogue également, nous l'avons pas dit tout à l'heure, et de l'école de méditation Réseau. Alors tout à l'heure, vous nous parliez un peu de vos livres, de vos différents livres, et notamment de l'hypersensibilité. Et je voulais vous demander, Fabrice, quel genre d'enfant vous étiez, vous, à l'école? Ah, moi j'étais un enfant complètement, d'abord hyper affectif. Donc, quand j'avais un prof qui était affectif, j'étais très bon élève, et quand j'avais un prof qui n'était pas affectif, j'étais tout à fait nul. Donc, c'était un peu singulier. Et puis, j'étais un enfant pas très heureux, enfin, même très malheureux. J'avais des pensées très sombres. Et vraiment, je suis très heureux d'être devenu adulte. Parce que ça m'a rendu très heureux de plus être enfant. J'ai trouvé l'enfance vraiment difficile. J'ai détesté aller à l'école, j'ai détesté être avec des gens toute la journée que j'ai pas choisi. Ça ne m'a pas plu du tout. J'ai pas du tout aimé ça. J'étais vraiment très. Alors, c'est à la fois très dur d'avoir une enfance pas heureuse, et c'est à la fois très merveilleux. Parce que du coup, alors après, au moins, vous êtes tranquille, vous êtes quand même beaucoup plus heureux parce que je suis plus obligé de me lever le matin pour aller à l'école. Je suis pas obligé de supporter les camarades de classe.
Je travaille que des gens que j'aime bien, donc la vie est devenue très heureuse. Et qu'est-ce qui vous a mis un déclic pour devenir philosophe et puis pour tourner vers le bouddhisme? Vous aviez un manque, jeune adulte? Alors, un manque, tout le monde est animé. Les êtres humains, à la différence des animaux, ne peuvent pas se reposer que sur leur instinct. La chose extraordinaire chez les animaux, c'est que par instinct, c'est Kant qui dit ça dans un texte absolument extraordinaire sur l'éducation. Il remarque que c'est absolument dingue que l'oiseau, quand il naît, il a besoin un peu de soins, mais pas du tout d'éducation. Il a besoin un peu de béquet qu'on le nourrisse, mais très vite, il sait se débrouiller. Tandis que le petit homme, il pleure, tout ça, il serait la victime des prédateurs tout de suite. Donc l'être humain, il peut pas se reposer uniquement sur son instinct. Il a besoin d'apprendre. Donc je dirais tout être humain a besoin d'apprendre. Tout être humain est philosophe. Au fond, en réalité, tout être humain est philosophe, parce que aucun être humain ne peut se poser que sur l'instinct. Nous avons à la fois ce malheur et cette chance. Voilà. Oui. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est voilà, c'est un malheur et c'est une chance. C'est un malheur parce que c'est tellement beau d'être juste pris par l'instinct, cette sorte d'intelligence spontanée, et en même temps, une chance parce que ça nous force à devoir questionner, nous émerveiller en permanence de ce qui est. Et donc, euh, et là, je dirais, tous les êtres humains sont ça, et les enfants sont les meilleurs philosophes, parce que eux, ils posent des questions tout le temps, ils ont envie de comprendre. C'est plutôt en devenant adulte que les gens deviennent un peu plus ennuyeux, un peu gris, ils se prennent au sérieux, ils répètent tout le temps les mêmes choses, et ils n'ont plus vraiment envie d'apprendre. Alors c'est très très triste, ça. Oui. Mais donc c'est plutôt, je dirais, on est philosophe quand on n'étouffe pas le philosophe en nous. Mais je pense que tout le monde est philosophe. Alors donc moi, il se trouve qu'en classe de terminale, j'ai une prof de philo, elle a parlé de philosophie, d'un seul coup, j'ai dit, oh là là, ça, c'est vraiment passionnant. Enfin, on parle de l'existence. Parce que, vous voyez, avant, on parlait plein de trucs, et moi, je voyais pas le rapport avec ma vie, donc ça m'ennuyait un peu, et la philosophie m'a tout de suite plu. Donc, j'ai fait des études de philosophie. Alors, j'étais très content en terminale. J'ai écrit un livre sur la philosophie, comment la philosophie peut nous sauver, qui est vraiment un des livres que je préfère, qui est vraiment une grande introduction qui est en poche, qui est une grande introduction à la philosophie comme expérience. En quoi c'est une expérience de vie. Et donc que je dédie aux profs de terminale, parce que j'étais très heureux. Ah ouais. Je trouvais que la prof de terminale elle avait un vrai rapport avec nous. Mais après que j'étais à la Sorbonne, et alors là, ça m'a pas plu du tout, parce que j'ai trouvé que c'était très abstrait, théorique, c'était coupé de la vie et de l'existence. Donc ça, Intellectuel peut-être. si vous voulez. Et donc ça m'a pas plu du tout. Ouh là là, j'ai pas aimé ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'étais déçu, j'ai devenu prof de philosophie, et puis, mais j'étais pas très content. Et puis, une collègue a parlé de son prof, qui était François Fédier, qui était prof en classe de Cagnes, au lycée Pasteur à Neuilly. Donc, classe de Cagnes, c'est des études qui se font dans les écoles. Après la terminale, vous pouvez faire Hippocagne et Cagne. Moi, je ne sais pas ce que c'était. Donc, je suis allé dans son cours comme auditeur libre. Je crois que ce serait plus possible aujourd'hui avec la sécurité avant d'entrer dans les lycées. Mais à l'époque, j'ai pu y rentrer. Et là, ça a été formidable. Je suis devenu son auditeur libre pendant 7 ans, tous les jours. J'allais à ses cours. Et là, j'ai travaillé beaucoup plus sérieusement qu'à la Sorbonne. À la Sorbonne, j'ai appris à faire du Lego, je raconte souvent ça. À la Sorbonne, j'ai appris à faire des Lego. Alors, on construit une dissertation, on monte le système de Kant, puis on démonte Kant, puis on remonte, puis on démonte, puis on remonte. Mais c'était pas, je voyais pas la profondeur que ça avait. Et puis là, avec François Fédier, qui était vraiment une sorte Maître à vraiment- penser peut-être, vous diriez? comme- qui m'a appris, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a appris à penser et à lire. Alors là, c'était vraiment formidable. Et là, on a lu les textes. On a lu les textes, voilà, on a lu Platon, Aristote, mais on lisait vraiment mot à mot, et c'était vraiment formidable. C'est des années très heureuses. Et donc la philosophie m'a beaucoup passionné, mais en même temps, je me suis beaucoup intéressé à la méditation. Alors je me suis intéressé au bouddhisme, mais surtout à la méditation, et j'ai eu la chance d'être formé par des très grands maîtres de la tradition tibétaine. C'était un peu une époque miraculeuse, parce que c'était des maîtres qui avaient vécu beaucoup dans des cavernes, dans des retraites pendant longtemps, qui avaient dû fuir le Tibet et qui venaient en Occident, et donc qui m'ont formé. Il y avait un côté bouddhisme, il y avait un côté de méditation, il y avait un côté aussi
À l'époque, j'aurais pas nommé ça comme ça, mais au fond, un peu chamanique. C'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé. C'est vraiment une compréhension à la fois de l'esprit humain, mais à la fois du mystère du monde. Comment rentrer dans le mystère du monde et comment appeler des forces de guérison importantes. Et quand j'ai fondé Réseau, l'école de méditation, il y a une dizaine d'années, j'ai essayé d'introduire la méditation, cette vision bouddhiste, mais aussi une certaine vision chamanique, une vision philosophique, tout ce qui permet de célébrer la vie, de faire que la vie est un peu plus heureuse et qu'on peut être ensemble dans une célébration de la vie. Et j'essaye, voilà, que cela m'anime. Et pendant longtemps, quand j'étais jeune, mais tu fais des choses trop différentes, tu te disperses, tu fais de la philosophie, tu fais de la méditation, tu fais du bouddhisme. Et puis aujourd'hui, je trouve que les choses prennent leur unité. C'est très Parce que complémentaire peut-être aussi. oui, complémentaire et unitaire, parce qu'au fond, toujours ce qui m'intéresse, c'est par où on a besoin de beaucoup de ressources parce que la vie est difficile. Pour beaucoup de gens, la vie est difficile. Ouais, On fait un peu, ouais, la vie est difficile, c'est on est sûr. mis sous pression, on est appelé à être comme des robots, le monde est très déshumanisant. Donc j'essaie de trouver beaucoup de manières de revenir à la vie en nous, de faire qu'on soit le plus vivant possible. Donc vous nous proposez ben, une école de méditation, mais aussi des cours en ligne sur votre site, Ah, vous Fabrice. avez raison. Vous avez Voilà. raison. Une des choses principales que je fais depuis quelques années, c'est des cours en ligne. Alors, les cours en ligne, c'est en général 5 séances le soir sur 2 ou 3 semaines que les gens peuvent voir en direct ou en replay sur un thème. Voilà, donc le prochain, ça va être sur le couple. Comment vivre en couple de manière heureuse? Quels sont les mécanismes qui font qu'on est souvent malheureux en couple? Et alors donc, chaque cours qui dure 1 heure, donc c'est le soir, ou alors quand c'est le week-end, c'est le samedi matin ou le dimanche matin, ça dépend, vous pouvez regarder ça sur mon site. Et chaque cours, alors, c'est très singulier, j'ai un peu une méthodologie un peu singulière. Il y a une petite partie de présentation, mais il y a aussi beaucoup d'exercices qu'on fait et qui permettent vraiment aux gens de se transformer. Et vraiment, j'ai formé des dizaines de milliers de personnes qui m'écrivent vraiment à quel point ça les a transformés parce qu'on fait des exercices. Et après, entre chaque séance, les gens me posent toutes les questions qu'ils veulent. Et donc, je lis toutes les questions et je, je module le cours en fonction des questions et je réponds aux questions. Donc, c'est vraiment très interactif et très vivant. Et voilà, donc il y a des cours qui sont en permanence, que vous pouvez suivre en permanence, qui ont été filmés une fois, que vous pouvez suivre. Puis il y a des cours qu'on lit en direct, comme le cours sur le couple. Et puis après, il y a une introduction à la philosophie qui aura lieu à partir de janvier. Puis il y a des cours fixes, comme le cours sur l'hypersensibilité, découvrir la méditation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et je dois dire, c'est une des choses qui occupe une grande part de mon temps en ce moment. Parce que c'est des cours que voilà, je mets beaucoup de mois avant de les construire. Ils sont très structurés. Les gens ont des fiches détaillées après chaque cours. Ah oui. C'est tout un ensemble pédagogique pour vraiment aider les gens. Parce que souvent, on lit un livre, on comprend quelque chose, on est content, mais après, on voit pas très bien comment ça va s'intégrer à notre vie et emmener à une transformation. Donc moi, c'est un peu mon obsession. Ouais, Qu'est-ce qui fait que ça crée un chemin et que ça aide les gens à se transformer et à pouvoir aller mieux? ouais. Ça vous tient à cœur de transmettre, surtout. Mm. Ça me tient à cœur de faire que moi, j'ai reçu de mon prof de philo, de mes maîtres, des choses absolument extraordinaires. Et je pense qu'il faut continuer à transmettre ce qu'on a reçu. Évidemment, donc je ne prétends pas du tout que je suis quelqu'un de génial qui a inventé des choses formidables. Je transmets juste ce que j'ai reçu moi-même et qui m'a transformé et que je vois qui transforme des gens et que j'ai à cœur continuer cette transmission. Parce qu'en Occident, comme en Orient, il a existé des voies de sagesse extraordinaires et que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur elles pour essayer de trouver plus de joie, d'allant, de courage, que c'est important, de confiance, parce que c'est très facile de baisser les bras et de se laisser emporter par le découragement, qui est quand même une force tellement puissante de notre monde. On Oui, est tellement... Ouh là là, vous avez mis l'amour la aussi. question. Moi, je suis au fond, on pourrait dire, je suis l'antidote à toutes ces chaînes d'infos en continu, plus vous écoutez, plus vous êtes déprimé. Alors moi, j'essaie de faire le contraire. Et puis, vous avez mentionné
dans les choses nombreuses que je fais, j'ai aussi la chaîne Dialogue que les gens peuvent aussi regarder. En plus, c'est complètement gratuit. Tous les dimanches matins, je fais un dialogue avec un psychologue, un médecin, un psychiatre, un philosophe, ou des fois des cuisiniers. Ah oui. Euh, et je fais un dialogue de gens qui nous aident à vivre, des gens qui nous rendent la vie un peu plus belle. Et donc, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'abonnés, c'est un peu une chaîne un peu de référence, et c'est entièrement gratuit. Je fais ça comme ça pour aider les gens. Vous avez Euh, fait dernièrement, je crois, Boris Cyrulnik, il me semble. ouais, j'ai fait un entretien, je crois, assez unique et assez fort avec Boris Cyrulnik. Et, et puis après, j'ai fait un dialogue sur le secret des couples heureux avec euh, une sexologue. J'ai fait un dialogue avec Mohamed Bouclet sur le potentiel du cerveau, beaucoup de choses sur l'éducation, mais j'ai aussi interrogé André Comte-Sponville, Anne-Sophie Pic, Isabelle Filiosa, enfin, énormément disons, les gens qui sont un peu le phare dans leur domaine. Je trouvais qu'il manquait un endroit où on interroge vraiment. Voilà. Alors, dans le dialogue, il y a à la fois les plus grands thérapeutes, comme, voilà, comme Boris Cyrulnik, mais aussi des thérapeutes que personne ne connaît, Ah, mais absolument génial, qui voilà, ont un savoir extrêmement profond. Je fais pas mal de dialogues sur la question du trauma, sur la- et qui ont beaucoup, beaucoup de vues parce que les gens voient bien que c'est très aidant et que ça sort voilà, des poncifs. Voilà, essaie d'avoir plus de courage. Oui, comme quand on dit à quelqu'un qui est déprimé, allez, sois plus courageux, détends-toi, lâche prise, sois plus courageux. Enfin, tous ces trucs qu'on raconte partout, qui n'aident personne, qui font pas de bien du ah. tout et qui pensent encore plus. Et donc, c'est ça que j'ai voulu faire, essayer de sortir de toutes ces phrases un peu bêtes qu'on dit pour trouver pour trouver des chemins qui peuvent vraiment aider les gens à retrouver confiance, à trouver du cœur, à retrouver le chemin de l'amour. Et, et, et comme voilà, j'ai pas toutes les réponses, j'invite les gens qui ont des réponses à venir sur ma chaîne. Et donc voilà, ça participe de tout cet univers un peu singulier autour de moi que j'invite les gens à découvrir. Et donc, vous pouvez retrouver ces podcasts et ces cours en ligne sur fabricemidal.com. Je vous propose une deuxième pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour une dernière partie où vous allez nous présenter en quelques mots, pour donner envie quand même aux auditeurs de la journée de venir vous retrouver à la conférence des rencontres Michel Serres. À tout à l'heure. Je suis avec mon invité Fabrice Midal, qui est philosophe et qui est également auteur de nombreux ouvrages, notamment autour de la méditation. Et Fabrice Midal, vous venez nous retrouver à Agen précisément le 9 novembre, le samedi 9 novembre, au Théâtre du Cournot, pour une conférence très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que vous ne serez pas tout seul en plus, je crois. Alors, absolument, vous avez raison, ce sera le samedi. Ce sera à 15h30 Raphaël Imbert? avec Raphaël Imbert, qui est saxophoniste. En fait, on va faire quelque chose d'assez vivant, donc c'est toujours un peu compliqué de dire à l'avance quoi faire, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'on improvise et les gens pourront poser leurs questions. Mais on va essayer d'improviser et d'essayer de montrer comment on fait concrètement pour se foutre la paix, comment on fait concrètement pour être juste présent, pour sortir un peu de la prise de tête et rentrer dans quelque chose d'un peu la magie du vivant. D'accord. Eh bien, je vais donner rendez-vous aux auditeurs. Venez parce que je pense que ça va être quelque chose de très original. Donc, rendez-vous samedi 9 novembre lors des rencontres philosophiques Michel Serres. Donc, voilà, venez écouter la conférence de Fabrice Midal qui sera donc avec le musicien Raphaël Imbert et vous allez nous surprendre. Est-ce que Fabrice, vous auriez une citation ou un petit mot de la fin avant que nous terminions cet entretien? Avec plaisir. Alors, je vais vous donner ma citation préférée. Elle est du poète, elle est du poète Rainer Maria Rilke. Et voilà la phrase. Les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux. Et j'adore cette citation parce qu'elle montre que ce qui nous fait peur, les dragons,
peut-être si on s'en approche avec douceur et avec courage, ça se transforme en princesse. Merci Fabrice. C'est une belle citation en tout cas. Merci infiniment. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette bulle de sagesse. Merci à vous, Fabrice Midal, d'avoir accepté mon invitation. Et nous vous donnons rendez-vous pour tout bientôt. Donc je le redis, samedi 9 novembre au Théâtre du Cournot pour venir écouter Fabrice Midal. Et vous pouvez aussi retrouver ses livres, ses podcasts, ses cours en ligne sur le site fabricemidal.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine bulle de sagesse. Au revoir Fabrice. Au revoir, à très bientôt. Merci pour tout et merci à tous et je vous dis à bientôt. Et belle semaine à tous.